La grande table des idées, une émission programmée par Lucas Bretonnier, et préparée aujourd'hui avec Hosanna Chauvin, réalisée par Thomas Beau, avec Olivier Arnay à la technique ce midi. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, entre hyper-individualisme et mondialisation, comment faire encore société? Avec nous, l'ancien secrétaire général adjoint au département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le diplomate Jean-Marie Guéhenno. Aujourd'hui, professeur à l'Université de Columbia aux États-Unis, il publie un livre savant sur l'état du monde, sur la crise de nos démocraties et celle de nos sociétés sans utopie. Le livre s'intitule Le premier 21e siècle, de la globalisation à l'émiettement du monde, et il paraît chez Flammarion. Alors que nous sommes entrés dans le nouvel âge des données, qu'adviendra-t-il de nous? On en parle alors que s'ouvre aujourd'hui à New York la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où plus de 190 pays se retrouveront pendant une semaine pour discuter de l'état du monde, de la question climatique, de l'Afghanistan, mais aussi peut-être en creux de cette fameuse vente annulée des sous-marins français à l'Australie au bénéfice des États-Unis. Bonjour Jean-Marie Guéhenno. Bonjour. En tant qu'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, comment vous interprétez-vous justement cet épisode, ce qui va peut-être se jouer encore en écho à cette crise qui a été révélée la semaine dernière, cette semaine à New York? Comment vous interprétez cet épisode, cette crise des sous-marins? Qu'est-ce que ça dit du rapport de force actuel et peut-être aussi de la place de la France sur cette scène internationale? Je crois que cette crise, c'est une étape de plus dans l'émiettement du monde, parce que chaque pays pense d'abord à lui-même. Et je dirais que ça dit quelque chose sur la place de l'Europe, autant que sur la place de la France. C'est-à-dire que l'Europe a perdu sa centralité stratégique avec la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, elle est aux marges, au fond, des grandes questions qui structurent le monde. Et elle en paye le prix. C'est une énième leçon d'humilité pour la France et pour l'Europe sur leur poids réel aujourd'hui dans ce monde-là. Je crois que si on réfléchit à long terme, les États-Unis font une grande erreur parce que bâtir une stratégie vis-à-vis de la Chine sans l'Europe, ça n'a pas de sens. L'Europe a un poids économique, technologique considérable et si on veut avoir une cohérence dans la relation avec la Chine, on ne peut pas se passer de l'Europe. Aujourd'hui, les États-Unis pensent à l'équilibre militaire, et là l'Europe ne pèse pas beaucoup, et donc ils l'ignorent. Mais l'équilibre militaire, c'est un problème pour dans 15 ou 20 ans, et le problème immédiat, c'est celui de la montée en puissance de la Chine sur le plan économique et technologique. Et là, il se complique la vie, parce que la France, qui avait essayé d'engager l'Europe en Asie, et qu'il n'y a pas toujours, et ça n'a pas toujours été facile, va encore avoir plus de difficultés à le faire, elle aura peut-être moins envie de le faire. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du monde, ou plutôt de ceux qui gouvernent ce monde aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, en ce premier 21e siècle, pour reprendre le titre de votre ouvrage? Est-ce que c'est un monde où justement ce n'est pas l'anticipation, la prévision qui gouverne, mais le rapport de force? C'est le rapport de force et c'est surtout le très court terme, le cycle des nouvelles. Donc chacun a besoin de gestes un peu spectaculaires. Alors les Australiens ont un geste spectaculaire, voilà, on va avoir des sous-marins nucléaires, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est surprenant en Australie, qui était assez antinucléaire traditionnellement. On verra comment l'opinion australienne réagit à terme. Et je pense qu'aux États-Unis, qui sont dans une crise institutionnelle, politique profonde, où il y a une polarisation de plus en plus grande, que j'explique dans mon livre, se trouver un grand ennemi est une manière de se trouver une identité. Et donc aujourd'hui, Joe Biden, avec la Chine comme adversaire, c'est une sorte un peu de fuite en avant pour être le leader du monde libre, mais c'est plus une identité qu'une politique. Est-ce que vous redoutez, et là je vais reprendre les termes de Jacques Attali, qui a communiqué à ce sujet, à un conflit économique, militaire entre ces deux superpuissances, la Chine et les États-Unis? Est-ce que, comme le dirait Jacques Attali, les choses sérieuses commencent? Oh, les choses sérieuses, je pense qu'elles ont commencé depuis un moment. Mais les choses sérieuses, elles ont commencé depuis un moment parce que la confrontation économique, la confrontation sur l'âge des données, elle est là depuis un moment. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, ce sont des puissances. Et en face, il y a les grands géants de l'informatique chinois.
Et ces grands géants, est-ce qu'ils vont être les instruments de l'État chinois? On voit Xi Jinping qui s'efforce de resserrer le contrôle de l'État chinois sur ces instruments. Donc on voit que la bataille, elle est déjà commencée dans l'âge des données, dans l'âge de l'Internet et des data. Cette bataille, elle va opposer une combinaison d'États et d'entreprises. Cet épisode des sous-marins, elle peut sembler un peu anecdotique au regard de l'histoire, sur le temps long, mais elle illustre quand même aussi ce que votre livre tend, entre autres, à démontrer. C'est qu'une page des relations internationales est en train de se tourner, qu'une autre est peut-être en train de s'écrire, que nous sommes en tout cas bel et bien entrés dans ce nouvel âge des données, Jean-Marie Guéhenno. Les États-Unis, vous l'avez évoqué, avec la fin de la présidence Trump, avec l'élection de Joe Biden, on l'entend, on a le sentiment que vous ne faites pas partie, en tout cas, de ceux qui se sont dit, le jour de l'élection de Joe Biden, le monde est sauvé, la démocratie a encore de beaux jours devant elle. Non, je pense qu'il valait bien mieux, évidemment, avoir Biden que Trump, mais je crois que les forces qui aujourd'hui fragmentent les États-Unis, elles existent sous Biden, comme elles existaient sous Trump, et je crois que Biden, comme Trump, il est d'abord préoccupé d'essayer de recoller les morceaux de l'Amérique, si je puis dire, et que dans cette préoccupation, l'Europe, le reste du monde sont finalement relativement seconds. Écoutez, nous sommes à Checkpoint Charlie. Vous savez que c'était le point de passage réservé aux étrangers. Et là, tout le monde, les Allemands de l'Est, se mélangent aux Polonais qui, d'habitude, passent la frontière pour aller vendre au marché noir leur caviar sur Potsdamer Platz. Et vous voyez, ici, il y a une file d'attente d'environ 300 mètres pour passer. Il faut attendre 1h30. De l'autre côté également, il y a 300 mètres de file d'attente d'Allemands de l'Est qui veulent venir passer le week-end à l'Ouest. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le mur que vous voyez ici en bas, on a refait les inscriptions, c'est-à-dire qu'on a marqué le 10 novembre comme une date vraiment historique. Et puis on me signale que M. Rostropovitch, qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, va jouer, se prépare à jouer. Je crois que c'est un événement quand même extraordinaire, c'est-à-dire que chacun veut venir saluer à sa manière l'ouverture du mur. 11 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, Jean-Marie Guéhenno. C'est une date clé pour vous. Et vous dites même qu'aujourd'hui, on a tendance à retrouver un peu, et notamment, on l'a vu avec l'élection de Joe Biden qu'on évoquait, l'enthousiasme des commentateurs d'alors qui, en 89, prenaient la faillite de l'URSS, la fin du communisme pour une victoire de la démocratie. Or, ça ne tient pas qu'à ça. Non, le 11 novembre 89, bon, le 9 novembre, c'est une date extraordinaire. Moi, je me souviens d'avoir été à Berlin un mois plus tard. On avait une impression presque magique d'un monde nouveau qui commençait. Mais on avait beaucoup d'illusions. C'est-à-dire qu'on s'imaginait que c'était un monde qui commençait alors que c'était simplement un monde qui s'était effondré, qui était le monde de l'Union soviétique. On a cru que c'était le triomphe de l'individu qui allait changer le monde. Et en réalité, ce qu'on a vu, c'est l'hyper-individualisme ensuite. Et en Russie, ça a été une société qui a été brisée et qui a eu du mal à se recoller, qui s'est recollée sur le nationalisme de Poutine. Ça, c'était déjà l'objet d'un de vos précédent ouvrage, La fin de la démocratie, écrit lui aussi presque au lendemain de la chute du mur de Berlin, où vous dressiez déjà presque l'acte de décès de la démocratie. Vous mettiez en garde contre ce triomphalisme qu'on entendait alors. Le livre, il a été écrit ou publié en 1993. On était 4 ans après la chute du mur seulement. Le temps vous a donné raison, ça ne s'est pas arrangé. Non, ça ne s'est pas arrangé parce que mon livre était un des premiers qui réfléchissait sur ce qu'on appelle maintenant la mondialisation ou la globalisation. Je me rendais compte que pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les citoyens soient convaincus que leur gouvernement pèse sur la politique. Et qu'au fond, avec la fin de la guerre froide, ce qu'on voyait, c'est un monde où tout allait être connecté et où donc il serait très difficile à un pays tout seul de contrôler quoi que ce soit. Et un doute fondamental s'est inséré sur la capacité des États
des gouvernements à gérer les destins collectifs. Ce que je ne voyais pas en 89 et qui fait une part maintenant importante de mon livre, c'est que cette connectivité, pour employer un peu du jargon, du monde, qu'on voyait d'abord sur le plan commercial, économique, c'était aussi une connectivité des idées grâce à l'Internet et qui changeait complètement la donne, parce qu'à côté des communautés territoriales, on a maintenant des communautés virtuelles. Et donc le monde borné des frontières de 1989 s'effondrait, mais à sa place, ce n'était pas l'universalisme d'un monde rassemblé autour de quelques principes qui émergeait, c'était beaucoup plus la fragmentation des tribus que permet de créer l'Internet. Et cette logique marchande aussi s'est imposée, hein, Jean-Marie Guéhenno. Vous parliez alors, au début des années 90, de la fin de la démocratie. Lui parlait de la fin de l'histoire. On va écouter Francis Fukuyama. There was never any necessary Je pense qu'il n'y a jamais eu de véritable adéquation entre l'économie de marché et la démocratie. Les exemples sont nombreux de modernisation autoritaire, beaucoup d'endroits au Chili sous Pinochet par exemple. La question c'est de savoir si le processus de modernisation économique produit ces effets à long terme sur la démocratie. Je pense que oui, mais il faut attendre. Il faut attendre de voir si la Chine atteint les niveaux de revenus aussi bas que ceux de l'Inde, par exemple. Et là, la Chine sera plus acculée à devenir une démocratie. Voilà, la logique de marché et la démocratie s'opposent. Voilà ce qu'affirme en 2008 Francis Fukuyama, le théoricien du choc des civilisations et l'auteur de La fin de l'histoire. Vous lui donnez raison ? Non, je ne lui donnais pas raison en 93 et je ne lui donne pas raison en 2021. En 2021, parce que je crois qu'en 93 comme en 89, il imaginait au fond qu'il y avait un tiercé gagnant qui était celui de la richesse, de la liberté et de la paix, qui était très commode. On est plus libre, donc on sera plus riche, et donc on sera plus en paix. Parce que ça, c'était une sorte d'idéologie du marché où effectivement, les élections, c'est un marché entre différentes offres politiques, comme il y a un marché des biens, comme il y a un marché des idées. En réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme cela. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la Chine est très différente de l'URSS. L'URSS, on pouvait la regarder de haut parce que c'était un État évidemment qui marchait de moins en moins bien. La Chine, on la regarde avec une sorte d'envie parce que non seulement à cause de son succès économique, qui nous fait craindre qu'un jour elle puisse nous dépasser, elle n'en est pas là, mais elle grandit très rapidement. Non seulement donc à cause de son succès économique, mais aussi d'une certaine manière à cause de son succès sociétal. Alors là, il faut être prudent. Je vois bien en Chine tout ce qu'il y a d'épouvantable dans la répression des Ouïghours, dans une dictature policière. Mais en même temps, il y a en Chine, on le voit avec ce qu'on appelle le système des crédits sociaux, c'est-à-dire une façon de donner des points à chaque individu qui permet de le connaître d'une façon très détaillée à travers ce qu'il achète, à travers les sites Internet qu'il visite. Enfin, notre vie aujourd'hui, à chaque instant, laisse des traces digitales et les Chinois sont en train d'exploiter cela de façon politique pour créer, au fond, autour de chaque citoyen, une sorte de, on pourrait appeler une bulle de bonheur, mais de bonheur fabriqué par l'État. Et ça a quelque chose d'assez terrifiant, parce qu'on voit le jour où, au fond, il n'y aurait plus besoin de répression. La dictature ne serait plus répressive, elle serait préventive, en quelque sorte, parce que chacun aurait été manipulé au point qu'il ne verrait plus les barreaux de sa prison. Ça paraît très loin de notre monde, mais quand vous regardez la manière dont les grandes entreprises comme Facebook ou autres construisent autour de nous par les profils que nous fabriquons nous-mêmes, avec nos likes que nous faisons avec joie en pensant être les membres d'une sorte de parlement mondial. En réalité, chacun des likes que nous faisons est une manière de construire les barreaux de notre prison, parce qu'ils définissent de plus en plus précisément notre profil, et en définissant notre profil, ils permettent aux grandes sociétés de l'Internet de mieux construire
une bulle alors qu'il y a des fins commerciales et non politiques autour de nous, mais qui d'une certaine manière nous emprisonne tout autant. Et c'est pour moi ça une des grandes inquiétudes du monde de demain. Vous dressez plusieurs dangers, vous les pointez en tout cas, Jean-Marie Guéhenno, dans cet ouvrage. J'aimerais bien juste qu'on en explique le titre, le premier 21e siècle. Alors ça parle à la fois de cette première moitié du siècle dans laquelle nous sommes, en 2021 aujourd'hui, mais vous lui donnez aussi un autre sens, la première version du siècle, comme la première version d'un logiciel insuffisamment testé qui révèle chaque jour de nouvelles faillites. Quels sont les dangers actuels? Vous pointez, et vous l'avez déjà fait, l'hyper-individualisme, la globalisation et la virtualisation du monde, la commercialisation de la politique, cette extrême défiance aussi qui s'est mise en place dans nos sociétés comme une sorte de fatigue démocratique, et du coup la crise des représentations dans un monde, celui-ci, qui n'accepte plus les médiations habituelles qui avaient lieu jusqu'ici, qui sont remplacées par d'autres. Tous ces dangers devraient nous alerter sur l'état fragile de nos démocraties, l'état fragile aussi du coup de notre monde. Ce sont ces signaux-là qui devraient nous mettre en alerte et pourtant, on ne réagit pas. Pourquoi ? Oui, moi j'ai été pendant des années donc le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU. J'ai visité beaucoup d'États qu'on appelle avec un peu de condescendance fragiles. Et à la vue de ces États, en les regardant de plus près, j'ai compris qu'une société est toujours beaucoup plus fragile qu'on ne l'imagine et que quand elle se casse, il est très difficile de la réparer. Et que tous les États ont d'une certaine manière une certaine fragilité. Vous pointez la crise de la représentation. Cette crise de la représentation, elle pose une question fondamentale à toute société parce qu'il y aura toujours besoin de gens qui commandent et de gens qui obéissent. Mais aujourd'hui, l'Internet donne à chacun l'illusion, et je souligne l'illusion, qu'il a tous les pouvoirs. J'ai évoqué les likes il y a un instant, mais c'est vrai de tous les aspects de notre vie. Et cette illusion est assez dangereuse parce qu'elle crée un mélange d'arrogance et d'inquiétude qui est très déstabilisant pour les institutions. Nous vivons dans l'âge de la méfiance. On ne croit plus aujourd'hui aux institutions, à quelque institution que ce soit les institutions politiques ou les institutions scientifiques. Vous voyez, on a par exemple tous ces grands débats en ce moment sur le Covid, ce qu'il faut faire, pas faire, les antivax, etc. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune opinion sur ce qui est le bon traitement. Mais j'ai une certaine confiance dans les institutions. Je vois que tous les grands pays du monde, toutes leurs institutions scientifiques arrivent à la même conclusion. Donc je me dis qu'il faut beaucoup d'arrogance pour aller contre ces institutions. Donc moi, ce n'est pas un jugement médical que je porte. Mais à travers justement cette défiance à l'égard des institutions, on voit l'immense problème aujourd'hui de gouverner. Parce que si on ne respecte pas la légitimité de la connaissance à côté des autres légitimités, je crois qu'on est dans une situation très difficile. Et il me semble que la solution qu'on voit se profiler aujourd'hui, qui est celle de la démocratie directe, qui est celle du tirage au sort, est très souvent une fausse solution. Parce qu'on a une société dysfonctionnelle et on s'imagine que si on la représente mieux, elle va devenir fonctionnelle. C'est pas la représentation qui est le problème. Le problème, c'est celui de la société. Et il vaut beaucoup mieux réfléchir à la manière dont on recolle les morceaux d'une société. Et à mon avis, ça doit se faire de bas en haut, en quelque sorte. Comment on recolle les morceaux d'une société et comment on accepte la coexistence de différentes légitimités. La légitimité du savoir, de la connaissance, à côté de la légitimité du nombre, qui est importante, mais qui n'est pas la seule. Et la valeur de l'information, ce qu'est une information bonne, juste, et ce qu'est une fausse information. Vous parlez vraiment du poison, de la raison, et d'un débat démocratique qui ne parvient plus à s'assainir face à ces propos chocs qui sont tenus par Mons et par Vaux, et qu'on ne parvient plus à hiérarchiser aussi. C'est cette absence de raison que vous pointez. À l'instar du sociologue Gérald Bronner, on va l'écouter autour de la démagogie cognitive.
toutes les études le montrent, au cours du XXe siècle, d'abord par la télévision et plus encore aujourd'hui par nos smartphones, nos ordinateurs. Ce sont des objets qui sont en quelque sorte les armes du crime idéal pour capturer notre attention. Ce ne sont pas les écrans qui sont coupables en soi, ce sont simplement des fenêtres sur ce qu'il se produit, sur ce que j'appelle le marché cognitif, le marché des idées. Et ce qu'il se produit tout simplement, et c'est pour ça que je pense que c'est historique, voire même civilisationnel, c'est un alignement inédit entre toutes les offres possibles et toutes les demandes imaginables. Cet alignement entre l'offre et la demande, il produit en quelque sorte, par exemple dans le domaine des idées, des phénomènes de démagogie cognitive, c'est-à-dire que l'offre d'information, elle tente à s'indexer de plus en plus sur la demande, mais la demande telle qu'elle est révélée par nos obsessions mentales. Ce que je constate, c'est que certains grands récits dans lesquels puisent des idéologies contemporaines, des matrices narratives, pourrait-on dire, nous détournent de la possibilité de regarder ce visage de la Gorgone Méduse. J'en liste en particulier 2. D'une part, les néo-populismes, dont par exemple Donald Trump est une des figures contemporaines, mais il y en a beaucoup d'autres, qui cherchent à donner une légitimité politique à ces obsessions, si vous voulez, à la démagogie cognitive, par exemple. Le fait, vous voyez, quand Donald Trump dit il a fait froid cette semaine, donc le réchauffement climatique, c'est bidon. Ce genre de propositions, si vous voulez, qui paraît parfaitement intuitive, elles vont aller plus vite, 6 fois plus vite, les fausses informations, que les vraies informations sur Twitter, par exemple. Voilà, à entendre Gérald Bronner, il est difficile aujourd'hui de faire appel à la raison, à la rationalité, quand aussi cette démagogie cognitive, comme il dit, travailler, récupérer nos obsessions, permet à ce point-là de faire fructifier certaines idées, certains partis politiques aussi. Oui, c'est une question essentielle parce que s'il n'y a pas l'espace commun de la recherche de la vérité et de la recherche problématique de la vérité à travers le débat, à travers la confrontation honnête des opinions, il n'y a plus d'espace commun pour la démocratie. Et ce qu'on voit avec l'Internet et toutes sortes d'études, y compris des études menées par des géants de l'Internet comme Facebook, c'est que précisément les opinions clivantes, les opinions excessives, radicales, sont beaucoup plus attirantes que les opinions modérées. Si vous dites d'une part, d'autre part, vous déclenchez beaucoup moins de clics que si vous avez une affirmation péremptoire et excessive. Et donc l'intérêt commercial comme l'intérêt politique, c'est d'aller vers le radical, vers l'excessif, parce que c'est ça qui va vous donner des suiveurs, qui va vous donner de nouveaux adhérents à votre programme ou à votre produit. Et donc, ceux qui essayent d'entrer dans un débat ouvert avec les nuances que ce débat requiert sont perdants au départ. Et ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que grâce à l'Internet, vous pouvez avoir ce que j'appelle dans mon livre une sorte de rivière souterraine, c'est-à-dire que dans le monde virtuel, des personnes se regroupent sur une idée peut-être totalement excessive et absurde. Et au départ, c'est un petit nombre. Mais dans le monde virtuel, ce petit nombre peut grossir sans contrainte de territoire. Et à un moment, il devient suffisamment important, il atteint la taille critique où il peut entrer dans le monde réel. Et c'est ainsi que nous sommes continuellement surpris par des mouvements qui ont grossi en quelque sorte à l'abri des regards dans le monde virtuel et qui à un moment déboulent dans la sphère publique. Avec des revendications. Mais quel est le problème avec ces communautés, pour vous, qui se sont créées de manière virtuelle et qui arrivent et qui surgissent comme ça dans le réel? Parce qu'en même temps, ces opinions, ces citoyens font communauté aussi autour de certaines idées. Oui, absolument. Et là, c'est l'autre, à mon avis, grande question du monde contemporain, c'est que nous sommes dans une société de plus en plus unidimensionnelle. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot élite, d'ailleurs. Le mot élite met dans un même sac des personnes de nature très différentes. Si vous êtes un grand savant, qu'est-ce que vous avez en fait de commun avec un grand homme d'affaires ou simplement avec une personne très généreuse? Et pourtant, vous devriez peser être reconnu. Ce que vous avez de commun, c'est la visibilité. Et il y a tout le monde des invisibles, de ceux qui n'ont pas été reconnus et qui demandent cette dignité. Et c'est pour ça que tant que le système politique actuel, au fond, fera une sorte de coupure entre les invisibles
elle est visible, avec la glorification des élites, où une fois qu'on a réussi dans un domaine, on vous demande votre opinion sur tout et n'importe quoi, comme si on était compétent sur tout et n'importe quoi. Il est d'une certaine manière assez logique, assez naturel que les invisibles se rebiffent, se révoltent. Et je crois que dans des mouvements avec lesquels j'ai très peu en commun, comme les Gilets jaunes, par exemple, en France. Qui se sont rendus visibles. Oui, qui se sont rendus visibles. Je pense que à la racine, à l'origine de leur revendication, il y a ce sentiment, au fond, d'indignité. Qu'il y a des êtres humains qui sont plus visibles que d'autres, alors qu'une société humaine, je ne dis même pas une société démocratique, c'est plus large que la question de la démocratie, une société humaine est une société où chacun voit sa dignité reconnue. Et ça, vous êtes d'accord ? Profondément. 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 On a justement raté, ou en tout cas les pouvoirs en place, n'ont pas entendu ce qui se disait là. Ça a quand même révélé aussi une crise de la représentation, une déconnexion, pour reprendre votre terme, entre les élites et ces invisibles qui se sont rendus visibles, qui ont cherché à donner de la voix et à prendre part au débat. Oui, et c'est ça toute la difficulté de la reconstituer, cette représentation et cette confiance dans les institutions. C'est compliqué parce que avec le développement de la société, il y a une différence beaucoup plus importante entre les représentants et les représentés sociologiquement. Les représentants, c'est vrai qu'ils sont en général assez différents des représentés. Ils appartiennent par leur niveau social, par leur savoir, à une catégorie différente de la majorité de la population. Donc il y a une distance sociologique qui s'est établie. Je crois que pour recoller les morceaux, il est très important de commencer, comme je le disais un peu plus tôt dans votre émission, par le bas. C'est-à-dire que quand on essaye de reconstituer la représentation tout de suite au niveau national, je pense qu'on a beaucoup de mal. Et on voit bien, en ce moment, le débat commence à monter sur l'élection présidentielle. C'est un débat de personnes, c'est pas un débat de politique pour l'essentiel. Ça, c'est l'autre grand problème pour vous, pas simplement en France, parce que cet émiettement des sociétés, il vaut en France, à vous lire, comme dans beaucoup d'autres démocraties occidentales, autres pays du monde plus généralement. Ce problème-là, cette absence d'idées, ou plutôt, dites-vous, cette absence d'utopie, de grands récits fédérateurs. Ça, c'est aussi ce qui pêche vraiment, selon vous, aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ça, la crise de la politique. Je crois qu'on a vécu dans le passé, dans un temps où on imaginait qu'on prenait un pays, on pouvait avoir une sorte de programme d'ensemble, avec une direction, avec une sorte d'utopie, qui était l'utopie modernisatrice si on était à gauche, et qui était l'utopie conservatrice d'un passé merveilleux si on était plus à droite. Aujourd'hui, ça ne marche, ça ne fonctionne plus. Et nous sommes dans une société beaucoup plus technicienne, si je puis dire, et avec des problèmes à géométrie variable. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui peuvent être résolus au niveau d'une nation. Il y en a d'autres qui sont visiblement des problèmes de nature globale. Et donc, d'avoir simplement une réponse nationale sur ces problèmes n'a pas de sens. Et ça, je crois que les électeurs, d'une certaine manière, inconsciemment, le sentent. Et du coup, ils attendent de la politique plus un défilé de symboles que des programmes. Et ça renforce effectivement la personnalisation de la politique et, je dirais, la théâtralisation de la politique. Et c'est assez dangereux. Mais ça fait quand même des années qu'on nous parle, c'est pas au diplomate que vous êtes, Jean-Marie Guéhenno, que je vais l'apprendre, de réel politique, de réalité, de principe de réalité. C'est intéressant de vous entendre, vous qui avez longtemps navigué dans les couloirs des Nations Unies, parler d'utopie. Qu'est-ce que c'est pour vous une utopie ? Parce que beaucoup rient de ce terme aujourd'hui. Je crois qu'il faut toujours rêver d'un autre monde. Il faut rêver à quelque chose qui est plus grand que soi-même. Et d'une certaine manière, nos individus esselés, nos individus du selfie, ils sont malheureux d'être continuellement renvoyés à eux-mêmes. Ils veulent autre chose. Il y a un besoin de collectif. Et une utopie, c'est cette image du collectif à l'horizon de nos vies qui leur donne sens. Vous voyez, pendant l'épidémie du Covid, au début, on a applaudi les soignants. Bon, on les applaudissait par reconnaissance, évidemment, parce qu'ils aidaient à sauver les vies, mais on les applaudissait aussi parce que, justement,
ils étaient les témoins de l'utopie du sacrifice collectif, parce qu'ils faisaient quelque chose qui dépassait leur propre vie. Ils prenaient des risques pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est ça la force d'une utopie, c'est de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose de l'ordre de la transcendance aussi, peut-être. Exactement. Ce monde dont vous rêvez, il ressemble à quoi, Jean-Marie Guéhenno, puisque vous dites qu'il faut toujours rêver d'un autre monde? Je crois que c'est un monde où il faut réussir à rapprocher le particulier de l'universel. C'est la grande... Enfin, c'est un peu abstrait de dire les choses comme ça, mais ce que je veux dire, et on l'a vu avec l'Afghanistan récemment, la géographie des émotions n'est pas la géographie de la raison. L'Afghanistan, c'est très loin pour nous. On a prétendu que les femmes afghanes nous tenaient à cœur, et aujourd'hui, on les lâche d'une façon brutale et tragique. Et en même temps, alors il y a deux réponses à un tel lâchage. On peut dire, on peut avoir une sorte à mon avis, de faux réalisme où on se dit l'Afghanistan, ça ne nous concerne pas, le monde, ça ne nous concerne pas, occupons de nous-mêmes et désintéressons-nous du reste du monde. Ça, c'est une réponse possible. Je crois que la meilleure réponse, c'est de reconnaître que nous n'aurons jamais le même degré d'engagement vers l'universel pour des peuples lointains, pour des personnes lointaines plutôt que pour des personnes proches. Mais que ça ne veut pas dire que dans notre monde hyper connecté, nous devons nous désintéresser du reste du monde. Et donc, pour moi, l'utopie à construire, c'est une utopie qui, par cercle concentrique, commence avec la proximité. Et de ce point de vue, la tradition chinoise, je ne parle pas du Parti communiste chinois aujourd'hui, mais la tradition chinoise qui a beaucoup bâti sur les liens de famille, sur le fait qu'à travers la famille, on peut commencer à se dépasser soi-même, mais qu'ensuite, par le savoir, par la connaissance, on étend la famille pour arriver à la famille humaine. Je pense que c'est cela, la vraie utopie. Vous savez, Montesquieu disait une phrase de Montesquieu que j'avais dans un petit carnet quand je dirigeais le maintien de la paix, où il dit, en gros, je ne peux pas la citer exactement de mémoire, mais il dit en gros, bon, il y a ma famille, et puis il y a ma patrie, et puis il y a l'Europe, et puis il y a le monde. Et à chaque fois, il dit, mais bon, chacune de ces familles, il faut aller au-delà pour la famille suivante. Et c'est souvent ce que j'ai pensé quand je servais l'ONU, et je pense que c'est ce qu'il faut qui reste en nous, si nous ne voulons pas être simplement seuls avec nous-mêmes, dans une sorte de nihilisme qui ignore le reste du monde. Voilà, espérons que ce sera ce qui guidera les dirigeants de plus de 190 pays réunis cette semaine, et les diplomates réunis cette semaine aux Nations Unies à New York pour cette nouvelle session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au bout du triomphe de l'individu, par un retournement dramatique, il y a son anéantissement. C'est donc cela que vous appelez à éviter. C'est une mise en garde dans cet ouvrage, Le premier 21e siècle, Jean-Marie Guéhenno, de la globalisation à l'émiettement du monde, qui paraît chez Flammarion. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.